Donc, voilà, je vais vous parler ce matin un peu de, voilà, de comment le projet à Tate avait commencé, le projet actuel aux Fondations Barnes, et le chemin que nous prendre. Mais tout au début, j'ai envie de remercier nos collègues en France pour cette gentillesse de nous accueillir ce matin pour ces journées de colloque, mais surtout pour l'amitié que vous avez montrée en faisant ce projet et en parlant avec nous pendant ces dernières années. Ça fait un grand plaisir et comme ça, voilà, tout le monde a des choses à apprendre. On peut enrichir voilà, tout ce qu'on sait sur l'artiste. Donc, je commence tout de suite avec le premier image. Alors, et donc, peut-être c'est pas le seule fois pendant cette colloque que vous allez voir cette image de Modigliani avec ses amis Pablo Picasso et André Breton. Et je vous montre ça juste pour vous rappeler, ou même pour réfléchir sur le fait que peut-être c'est pas nos amis ou les gens qui sont voilà, autour de nous qui sont les plus objectifs. On a dit en commençant le projet chez Tate, l'expo que j'ai fait avec Simonetta Fracquelli, que c'était peut-être plus intéressant de commencer avec le contexte de Modigliani plutôt que les anecdotes, plutôt que les choses voilà, c'est les histoires un peu personnelles sur lui. On avait décidé plutôt de raconter l'histoire d'un jeune personne qui arrivait à Paris pour être artiste au début du 20e. Une histoire assez commune à l'époque. Et là, on voit une des premières salles de l'exposition où on voit tout de suite une grande sélection des œuvres qui montre comment elle était en train voilà, d'essayer des styles différents, voilà, de trouver une façon de travailler en face de toutes les choses qu'il a vues à Paris. Nous avons réuni aussi une sélection de ses sculptures, un neuf en total, juste pour montrer que c'était une période assez intense, qu'il avait essayé voilà, d'être sculpteur. Et de nouveau, pour montrer cet aspect de sa jeunesse, voilà, cet chemin artistique. Et bien sûr, il y avait un contexte contemporain pour ça aussi. Malheureusement, c'était le moment où le Royaume-Uni était en train de décider si c'était bien d'être en Europe ou pas. Et Simonette et moi, pas grande surprise peut-être que nous sommes très européennes, donc on avait senti que c'était important de montrer le pouvoir créatif d'un artiste qui peut être entouré des artistes. Quelqu'un de n'importe où qui peut se trouver n'importe où, bah, qui peut se retrouver n'importe où, et être entouré par des étrangères dans un esprit d'échange, voilà. Donc pour nous aussi, il y avait une pertinence qui a senti à l'époque très très importante, qui reste importante quand même. Alors. Mais en effet, dans cet esprit, on avait décidé d'essayer d'imaginer comment c'était à Paris et, et de donner une voix aux gens qui n'ont pas forcément une voix dans l'histoire de Modigliani. Donc moi-même, j'ai fait une recherche chez les nous. Euh, on a réuni une grande sélection des nous pour l'exposition. Et souvent, on ne connaît pas les noms de ces modèles. Et souvent dans la littérature, c'est pas vraiment des personnages, c'est plutôt voilà des corps. Mais j'ai proposé que c'est pas que des corps, c'est pas que des modèles, c'est des femmes modernes, c'est des jeunes femmes qui se trouvent à Paris, qui ont des vies indépendantes, qui ont souvent des cheveux courts, qui souvent sont maquillés. Donc, il y a des signes là de la modernité qui ne sont pas toujours présents dans la littérature et qui donnent aussi l'idée que, dans quelque sens, c'est des égales d'un bohémien artiste qui travaille à Paris. C'est des jeunes à Paris et il y a aussi des femmes dans ce milieu. Donc, c'est une chose peut-être qui est un peu évidente, mais
n'est pas forcément toujours présent dans l'histoire de l'art. Également, dans le même esprit, Simonetta avait fait une recherche très pointue sur la période que Modigliani a passé au sud de la France. Et là, on voit une sélection des œuvres qu'il a fait à ce moment-là. Elle avait découvert, par exemple, que l'identité de jeunes hommes qu'on trouve au milieu du mur là, le jeune homme avec le cheveu roux, entre le toile du Tate, le petit paysan, et celui du musée Picasso. Donc, c'était une façon de donner des identités, de mieux comprendre où l'artiste était dans certaines périodes de sa vie et de lui comprendre par ce contexte, effectivement. Là, vous avez vu les images de l'expo accrochées, donc le bout de l'expo, le bout du projet au début. Mais en faisant le projet et en travaillant avec Annette King et Joyce Townsend, de l'équipe à Tate dans le département de restauration, on avait commencé dans une façon assez informelle au début de parler de Modigliani. Est-ce qu'on peut regarder les œuvres de la collection Tate dans l'atelier? Et on a commencé ça et grâce aux collègues, on est tout de suite devenu passionné. C'est toujours une joie de voir les œuvres dans l'atelier, de les comprendre mieux. Et peu à peu, voilà, ça, ça a pris un ampleur, si je peux le dire. Et là aussi, même dans les petites sélections des œuvres qui sont dans le collection Tate, on avait commencé de voir des grandes différences dans la façon dans laquelle elle a peint. Et souvent, voilà, si on parle de Modigliani, les gens disent, ah, mais et c'est toujours le même. Enfin, il y a qu'un style. Et bien sûr, c'est pas du tout le cas. On voit là la épaisseur de la peinture, le fait que, voilà, même dans les deux exemplaires du texte que je viens de vous montrer, il y a une grande différence dans le traitement de personnages. Et là, on voit aussi des autres images techniques de mes collègues chez Tate. Et là, comme vous avez vu avec les exemplaires qu'Anis vient de partager avec nous, on voit une image voilà, derrière l'image. Donc, bien sûr, c'est passionnant de faire ce genre de découverte, mais c'est c'est beaucoup plus intéressant si on peut faire des comparaisons. Heureusement, à Londres, euh, enfin, peut-être même, enfin, même pas une kilomètre, c'est pas loin. Non. Enfin, on a le Koto Gallery, donc les distances entre les musées Tate et le Koto sont très proches. Et voilà, les gens qui travaillent dans les institutions sont proches aussi. Moi-même, j'étais conservatrice au Koto Gallery il y a 10 ans, un peu plus maintenant. Et Annette King et Joyce Townsend travaillent encore avec le Aviv Bernstock, qui est le chef du département de restauration, qui enseigne aussi au Koto Institute. Et donc, on a commencé avec Aviva de regarder le nous dans la collection Koto. Et peu à peu, les dialogues ont commencé. Et là, pendant que j'étais en train de négocier le toile d'Antwerp, alors là, on voit le nous d'Anvers, c'est le deuxième à gauche. Euh, on avait proposé au Kunst, au Musée royal de Beaux-Arts à Anvers que peut-être on pouvait prendre le toile d'Anvers avant l'accrochage de l'expo. Donc on a eu le plaisir de l'avoir dans l'atelier pendant quelques mois voilà, pour de nouveau faire des comparaisons entre celui-là, celui du Coteau, les œuvres de Tate. Donc, c'était pas le même système que vous avez eu à Paris, où tous les œuvres sont venues, voilà, pour être étudiées dans les mêmes conditions. C'était pas
aussi ambitieuse que ça, mais on avait peu à peu commencé de demander aux collègues dans les musées un peu partout. Est-ce que vous pouvez regarder vos œuvres? Est-ce que vous avez des rayons X? Est-ce que vous avez des images techno? Et en faisant ça, on commence de comprendre qu'il y a des tendances dans certaines périodes de sa vie, de la vie de Modigliani. Par exemple, dans les études qui sont déjà publiées, et on a décidé de faire quelques articles pour le Burlington Magazine, on avait vu ouais, que le rouleau de toile qui en se servait pour quelques nœuds était peut-être le même par exemple, peut-être dans ces toiles que vous voyez là, celui du Guggenheim et peut-être celui du Stuttgart aussi. Donc, c'est grâce à ces comparaisons qu'on gagne une image beaucoup plus large d'un artiste, pas une figure, enfin, un personnage anecdotique, mais quelqu'un qui pratique. Et on a, dans cette partie de l'étude, on a demandé aussi aux fondations Barnes, où maintenant je travaille, d'examiner leurs œuvres. Et là, on a vu que peut-être si on imagine que dans l'exemplaire de Tate, la jeune femme, où on voit un portrait derrière l'image, peut-être c'était un portrait que lui, Modigliani a fait lui-même. Dans celui-ci, voilà, peut-être l'image qu'on voit derrière l'image, c'est un ancien toile de quelqu'un d'autre. Et là, peut-être on commence à comprendre un peu mieux les moyens de l'artiste à un moment ou un autre, ou ses préférences. Donc, c'était le nombre des œuvres qu'on regarde, c'était pas assez de prendre des conclusions concrètes, mais quand même, on commence de sentir des choses, de voir des choses, et ça continue. Il reste encore beaucoup à faire, mais c'est voilà, c'est bien voilà, de, de, de commencer quelque part. Et là, c'est le travail de nos collègues à Chicago, à l'Art Institute, Alison Langley, et voilà, mes anciens collègues à Chicago. Et là, on peut toujours aussi, dans certains cas, trouver l'évidence de quelque chose de concret. Lipschitz avait raconté que au moment qu'il a fait les séances de pause pour Modigliani, Modigliani est arrivé avec un toile, voilà, un toile ancienne, une toile de quelqu'un d'autre, effectivement. Et là, dans le Renix, on voit que voilà que c'est pas une toile blanche que Modigliani a pris pour faire le portrait de Lipschitz. Et voilà, nos collègues à MoMA, surtout, enfin Michael Duffy surtout, avait fait aussi des examens. Donc, je vais vous montrer une liste de nos collaborateurs parce que nous sommes nombreuses. Mais dans un sens, et j'ai plaisanté avec Simonette, des fois, c'était comme nous étions une agence de rencontre pour des musées, pour des restaurateurs, pour des conservateurs, parce que comme ça, on a pu mettre des œuvres ensemble. Là, par exemple, on a le Beatrix Hastings de l'Art Institute et celui de Fondation Barnes. Et on voit par exemple comment il a utilisé le nom de Béatrice ou Madame de Pompadour sur le toile, comment voilà, il avait utilisé voilà, ce style un peu cubiste. Donc il y a des choses très évidentes et des choses moins évidentes, mais les conversations qui sont créées par des telles comparaisons sont très riches. Et heureusement aussi, voilà, on a fait des amis en faisant ce projet. Donc là, si ça vous intéresse, juste pour vous rappeler les gens qui ont travaillé sur le projet chez le Burlington Magazine, on avait 3 éditions et des articles dans les toits. Et là, des collègues d'un peu partout. Et je peux mettre ça dans le chat un peu plus tard si ça vous aide.
Et je veux signaler aussi que ce n'était pas que dans les articles qu'on a pu circuler les infos. Nos collègues à Sao Paulo ont fait une recherche très détaillée de l'autoportrait de Modigliani. Et avec ces infos, on a pu faire une expérience de réalité virtuelle dans les salles de l'exposition. Et là, on a pris les informations scientifiques et créé un endroit où on pouvait imaginer l'atelier de Modigliani. Donc, on a eu la chance d'aller voir l'atelier qui existe encore. C'est pas un atelier maintenant, c'est un appart, mais les dimensions sont les mêmes, les fenêtres sont les mêmes. Et on a pris les dimensions et avec enfin, ces racines, on a pu créer voilà, il y a environnement. Là, on voit, voilà, ouais, ça donne une idée de l'expérience. On pouvait voir le toile en proche et on avait aussi, voilà, Annette King avait expliqué un peu les couleurs que l'artiste avait utilisées. Et donc, c'était quelque chose de très accessible, mais au même moment, avec des infos très précises. Et c'était une façon géniale voilà, de partager les découvertes du projet. Là, vous voyez le dernier stade de l'expo avec tous les portraits des gens qu'on a pu réunir. Et, euh, et au moment qu'on a vu l'exposition, c'était là où on avait la chance d'être entouré par nos collègues américaines, l'équipe française, voilà, les gens de proche et de loin. Et on s'est dit que ça soit idéal de continuer nos recherches. Euh, Là, en effet, c'était le début de quelque chose, pas forcément le fin. Et donc, on continue de rechercher ensemble et on est en train d'écrire des articles pour Tate Papers, qui est le journal électronique de Tate. Là, voilà, les équipes continuent euh, avec des nouveaux collègues aussi. Donc, juste pour vous donner une idée, par exemple, nos collègues à Saint Louis et à Berne sont en train de faire une comparaison entre les images d'Elvira. Donc, voilà, ça soit passionnant et la suite au prochain numéro, si vous voulez. Ça viendra vite. Quand nous peur, et bien sûr, on a eu des problèmes pendant ces derniers temps grâce à Covid. Merci Covid. Mais quand nous pouvons, nous avons pris rendez-vous en vrai. Là, c'est des gens qui sont venus aux Fondations Barnes fin de 1919, pardon, 2019, mauvais siècle, euh, pour regarder quelques toiles du Fondation Barnes. Et on était accueillis aussi à MoMA, merci MoMA, et au Guggenheim, c'est le prochain. Donc, ça vous donne une idée voilà, de l'ambiance du projet. Et on fait tout ça parce qu'on est, pour fêter le centenaire du Fondation Barnes en 2022, on va faire une exposition où l'histoire de l'exposition, c'est l'histoire de Modigliani comme artiste, comme peintre. C'est un moment de partager toutes ces informations avec nos publics et de fêter le fait qu'on commence on travaille ensemble avec cet réseau international, de mieux comprendre un artiste qui souvent n'est pas traité comme artiste. Merci beaucoup. Ici, juste pour finir, on va faire un catalogue des œuvres aux Foundation Barnes. Là, voilà, vous voyez quelques œuvres aux Foundations Barnes. Euh, pour la première fois, on va faire un catalogue. Et le catalogue d'exposition, en effet, c'est le catalogue de collection Barnes, les Modigliani aux Foundations Barnes, mais aussi les choses qui sont prêtées pour l'expo, pour mettre nos œuvres en contexte.
Et j'ai mis le diapo de Jean Abuten à la fin parce que actuellement je suis en train d'écrire un texte avec Mimi Gilman dans notre équipe. C'est cette toile, donc les conservateurs travaillant avec les restaurateurs et voilà. Et en espérant que les prochaines étapes aura encore des collaborateurs, nos conversations continuent. Et le dernier diapo vous donne voilà, les musées qui s'occupent déjà. Et voilà, il y a plus à venir. Merci beaucoup.